Une des stories que j'avais faites, c'était: «Qui sont ces occidentaux assez fous encore pour rester à Beyrouth?» parce que c'était l'époque où les occidentaux étaient enlevés, enlevés, enlevés. Quelle a été l'époque plus dangereuse? Moi, je dirais sans doute les années 83, 84, 85, quand il y a eu tous les enlèvements. L'histoire des otages, c'est ça. C'était une angoisse permanente. On se disait, bon, on risque de tomber dans la trappe et ne plus jamais nous revoir, quoi. Donc il y avait vraiment, vraiment cette peur. Avec la guerre, c'était tout à fait différent. Il y avait des choses atroces à voir, il y avait des choses qu'on voyait, mais on n'avait pas ce sentiment de disparaître. Ça devenait des paniques parce qu'on n'était plus très nombreux journalistes français, donc j'ai fini par m'installer à l'Est et quand il fallait, je traversais la ligne de démarcation en me disant, bon, quelqu'un qui veut vous enlever, il prépare son coup, donc si vous n'êtes pas sur le terrain, il ne peut pas vous enlever. J'ai eu des voisins kidnappés. Vous savez, ça c'est le 4e étage. Dans le 3e étage, il y a eu un bon ami à moi qui a été kidnappé. Pourquoi? Parce qu'il était français. Et mon voisin d'en haut. Pourquoi? Parce qu'il était correspondant de la chaîne de télévision ABC. Moi, non, parce que moi j'étais espagnol. Comme vous pouvez imaginer, mon journal, l'ambassade, il m'a dit: écoute, qu'est-ce que tu es en train de foutre au Garbier? Qu'est-ce que tu es en train de foutre au Garbier? Franchement, je ne voulais pas quitter ma maison, ni rien, mais enfin, pour la pression de mon journal et même de l'ambassade, j'ai abandonné Marie de Comodore, mon Hamra, et j'ai passé, disons, des semaines à Chalfie. Un soir, en sortant du Backstreet, il y a 2 occidentaux qui ont été kidnappés et exécutés, dont un que j'avais très bien connu. Et c'était quand les Américains ont bombardé la Libye et soi-disant la fille adoptive de Kadhafi avait été tuée. Il a demandé à une des milices qui lui était inféodée de kidnapper 2 occidentaux et de les exécuter, et ils avaient été tués au sortir du Backstreet. Les otages étrangers étaient tenus et il y avait un médecin qui s'appelait Khalak, qui était un juif libanais, qu'on appelait le médecin des pauvres, et qui soignait les otages. Et les otages étrangers devaient mettre un masque, un bandeau quand les ravisseurs venaient. Et le seul qui n'était pas obligé de le mettre, c'était Khalak. Et il a dit: parce que je sais que je n'en reviendrai pas. C'est une histoire absolument abominable. Il a été enlevé. Il y a eu 8 juifs libanais qui ont été enlevés à Beyrouth en 1986, je crois, il faudrait que tu vérifies. Tous ont été tués. Il restait très peu de juifs au Liban. Et donc ça a été un coup terrible. Philippe m'appelle et me dit on va couvrir ceci ensemble et tout. Je dis oui, ok. Je ne sais pas où on a été, on a couvert un truc ensemble. Après, il me dit il y a un meeting du Hezbollah, tu veux qu'on y aille? Je lui dis oui, ok, on va y aller. Et je dis à Sami Ked, je vais aller, Philippe et moi et l'équipe, on va aller couvrir le meeting du Hezbollah. Il me dit d'accord. Finalement, je ne vais pas couvrir le meeting. On avait ce soir-là prévu d'aller au Coral Beach avec les copains journalistes. Et je rentre à la maison. J'étais crevée, c'était 2h du matin. Et je savais qu'à 7h, je devais être en direct. Alors, le matin, il fallait être live en direct. Je me dis, il y a cette emmerdeuse qui va commencer à m'embêter à 3h et 4h du matin pour 5h du matin, la rédactrice en chef de la nuit. Je décroche le téléphone. OK? Et je m'endors comme une bienheureuse. Moi, j'avais mis mon réveil, je rebranche le téléphone. Et là, Sami Ked, le téléphone sonne, je dis « Allô? Ah, où tu es? Tu ne réponds pas, on a cru que tu avais été enlevé et tout. Ah, mais mon téléphone ne marchait pas, je ne sais pas, la ligne et tout, voilà. » Et là-dessus, Philippe est enlevé. À l'époque, l'AFP, c'était l'auberge espagnole, enfin la truc, tous les journalistes, tout le monde passait par l'AFP pour avoir des nouvelles, parce qu'on recevait tous les communiqués.
On était la seule agence qui publiait en arabe et donc Philippe, est à Beyrouth et donc il devait y avoir, une réunion ou je ne sais pas où, enfin, dans laquelle les journalistes devaient aller voir. Donc Philippe a été là-bas, et j'aurais dit, «Bah oui, là, vous pouvez y aller, il y a pas grand-chose à en craindre puisque bon, on a invité à y aller, quoi». Funeste erreur de ma part puisqu'en fin de compte, ceux qui ont été là-bas, ont été pris et j'étais absolument bouleversé par la mauvaise conscience d'avoir, dit à Philippe, d'y aller et moi j'y étais pas et donc j'étais, absolument, mortifié par ça. À cette période-là, la tension était très forte. Les Français à l'ouest n'étaient pas très bien vus. Et puis surtout, on était dans la guerre entre l'Irak et l'Iran. Et la France livrait des armes à l'Irak. Donc l'Iran se servait de ses alliés au Liban pour, disons, organiser des prises d'otages, etc. Et donc c'est comme ça qu'on a été pris. Donc quand on me demande pourquoi tu t'es fait prendre, bah, j'ai dit parce que j'étais là et parce que je suis français, quoi. Et donc au Liban, on a toujours eu l'impression d'être pas être impliqué dans le conflit, d'être un peu en dehors comme observateur et d'être reconnu comme observateur. Or, avec la situation nouvelle, les attentats contre le Drakkar, la montée en force du Hezbollah, on n'était plus considérés comme des amis, mais comme des alliés d'Israël, comme des alliés des Américains, etc. Donc on était devenus des ennemis. Et j'avais du mal à me faire à cette idée-là qu'au Liban, en tant que journaliste français, voilà, on avait des ennemis. Alors là, bon, il y a plusieurs versions, c'est-à-dire qu'il y avait une cérémonie à la mosquée de Bir El Abed en hommage à des défunts d'une voiture piégée qui avait eu lieu un an avant, à laquelle on était invités, parce qu'ils avaient aussi intérêt à ce qu'on montre leur combat, etc., quoi. Donc les propos tenus étaient assez violents. Et donc à la fin de la cérémonie, on a voulu rentrer à l'hôtel. Et puis 1 kilomètre plus loin, 2 kilomètres plus loin, au niveau du stade Camille Chamoun, on a été coincés et puis arrêtés. Alors bon, les journalistes, ils ont dit: «Ah oui, ils se sont fait suivre depuis la mosquée, voilà, ils ont été dénoncés à la mosquée». Enfin, à la mosquée, il n'y avait pas de problème. Les gens étaient très coopératifs. Il y avait même un attaché de presse du Hezbollah qui nous demandait tout le temps: «Est-ce que vous avez besoin de quelque chose?» et tout ça. Donc ma version à moi, c'est aussi que bon, comme on passait par la route de l'aéroport et que la route de l'aéroport était parcourue par des gens qui essayaient de capturer des étrangers, c'est peut-être là qu'on a été repérés et puis capturés, quoi. Mais bon, je ne saurais jamais l'exacte vérité, quoi. Donc nous, le groupe qui se réclamait de notre enlèvement, c'était l'Organisation de la Justice Révolutionnaire. Bon, est-ce que c'était est-ce que c'était une branche des miliciens de Beyrouth-Ouest? C'est difficile à dire. Vraisemblablement, c'était ça. Sur chaque tête d'otage, il signait d'une organisation, quoi. La première nuit, c'était dans la cave d'un immeuble de Beyrouth-Ouest. Et donc, on sentait que l'enlèvement n'était pas préparé. Vous voyez, que c'était... parce que c'est que le surlendemain qu'on est allé après dans un appartement d'une tour de Beyrouth-Ouest, et puis après dans une maison de la ligne de front, sans doute du côté de Chia. Le quartier était un peu déserté, on entendait des bombardements. On a été pris à 4 et on a été détenus 2 par 2 dans un rez-de-chaussée d'un appartement abandonné, quoi. Et mis dans 2 pièces différentes et enchaînés, au début enchaînés par les mains et par les pieds, et après enchaînés par les pieds simplement, quoi. Sur un matelas mousse avec un genre de drap, quoi, un truc comme ça, quoi. Libérés seulement le temps d'aller à la toilette. Au début, on avait les yeux masqués. Et puis après, c'est eux qui se mettaient une cagoule pour venir nous voir, quoi. Alors le fait de ne pas voir les geôliers, ça aurait dû être un élément optimiste, encourageant, en se disant s'ils se cachent le visage, c'est parce qu'ils n'ont pas envie qu'on les reconnaisse et puis qu'on les dénonce plus tard. Mais moi, j'avais pas cet élément en tête. Moi, j'étais très pessimiste. Et donc, on a subi aussi des simulacres d'exécution. Par exemple, ils nous asseyaient sur un tabouret, puis ils mettaient un
un pistolet sur la tempe. Puis derrière, il faisait péter un ballon d'enfant, quoi, pour nous déstabiliser psychologiquement, quoi. Et donc, moi, je ne croyais pas me sortir de cette histoire, quoi. Avec l'extérieur, le seul contact, c'est 3 semaines après, ils ont pris une photo de nous. Alors, moi, j'ai trouvé ça plutôt encourageant qu'ils prennent une photo, parce que ça voulait dire qu'ils allaient se servir de la photo pour expliquer qu'ils détenaient les otages et puis faire des revendications, quoi. Alors que mon collègue caméraman, Georges Janssen, il pensait qu'ils allaient montrer la photo puis mettre une croix dessus en disant qu'on avait été éliminé. Alors là, j'étais plutôt optimiste et lui pessimiste. Oui. Ben, c'est pour vous dire que quand on n'a que ça à penser, on fait des scénarios comme ça, quoi. Le temps passe pas vite, hein, quand on est comme ça, quoi. Donc, de temps en temps, il donnait un livre, mais bon, moi, j'avais pas trop le courage de lire. Je préférais écouter les bruits pour essayer d'interpréter les bruits. D'abord, de savoir où est-ce qu'on était, qu'est-ce qui se passait autour de nous, Par exemple, une fois, j'ai entendu des chars. Alors, je me dis, s'ils viennent nous délivrer à coups de char, là, on est mort, quoi. Et non, c'était juste des chars. Je ne sais pas si c'était des chars syriens ou libanais qui passaient. Enfin bon, voilà. Puis il ne s'est rien passé. Mais c'est pour vous dire qu'on interprète toujours les bruits qu'on entend, quoi, pour essayer de savoir où on est et puis savoir si ça peut servir à sa libération, quoi. Les fenêtres étaient bouchées avec des couvertures, des draps, donc il y avait un peu de lumière qui rentrait, mais on avait la notion quand même du jour et de la nuit. L'hiver, il faisait quand même froid au Liban. Oui. Enfin, c'était la fin de l'hiver. Donc, alors, on comptait avec... comme il y avait une bougie des fois, donc il restait des morceaux d'allumettes. Et donc, on comptait avec un bout de journal, on mettait la cendre de l'allumette et tout ça. Puis un jour, ils ont découvert ça et ils ont dit « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Et ils ont cru qu'on rédigeait des messages codés, des messages secrets. Donc c'est pour vous dire aussi la mentalité, la paranoïa qu'il y avait chez ces gens-là, quoi. Il y a toujours des geôliers qui sont moins sévères, moins durs que d'autres, quoi. Donc par exemple, ça arrivait qu'il y ait un geôlier qui nous apporte un café. Donc pour nous, c'était le paradis, quoi. On sentait aussi que leur comportement dépendait de la négociation à l'extérieur. C'est-à-dire qu'après, j'ai comparé les événements qu'il y avait eu pendant notre détention et puis les événements qu'on vivait sur place. Et donc, je me suis rendu compte que les moments où ils étaient le plus durs, c'est parce que la négociation piétinait. Donc, par exemple, un jour, ils ont fait irruption à plusieurs, donc en cagoule, calache, etc. Et ils ont soulevé le matelas, et sous le matelas, on avait gardé une fourchette. Parce que des fois, ils nous donnaient à manger des spaghettis sans fourchette. Donc, c'est très difficile à manger sans fourchette. Donc, on avait détourné chacun une fourchette et tout ça. Donc, ils soulèvent le matelas, ils trouvent la fourchette et ils nous disent qu'est-ce que c'est que ça ? Vous avez gardé une fourchette, c'est pour nous tuer. Donc là, la répression a été assez dure parce qu'ils nous ont attaché les mains dans le dos, retiré les matelas sans rien, puis laissé comme ça 24 heures face contre terre. Et voilà. Bon, après ça s'est calmé. Alors évidemment, celui qui vient après pour nous défaire les liens, on se dit tiens, il est sympa, il nous remet en piste. Et donc voilà. Donc les réactions, c'est aussi souvent en fonction des comportements, quoi. Quand la situation s'améliore, on a tendance à dire bon, finalement celui-là il est sympa. Voilà. Enfin, c'était des hommes de main uniquement, c'était pas des chefs. Je crois pas avoir vu un chef, sauf le dernier jour, quand on a été libérés, où ils nous ont conduit, le caméraman et moi, dans une pièce à part. Et dans cette pièce, il y avait des batteries de camions avec des fils électriques. Et moi, je me suis dit, ils avaient promis de me torturer à l'électricité. Et voilà, je vais y passer. Et ils avaient mis, ils dit ouais, tu seras torturé à l'électricité. Ils faisaient référence des fois à la guerre d'Algérie, en disant ouais, les Français en Algérie ils torturaient à l'électricité, bah, toi aussi tu seras torturé à l'électricité. Donc ils me font rentrer dans une pièce avec ces batteries de camions et des fils électriques, donc je me dis ça y est, on va y passer. Mais j'étais plutôt serein quand même, j'étais pas... Et puis là, il y a un type que... Enfin, je ne peux pas dire on n'avait jamais vu, puisqu'ils avaient toujours des cagoules, mais enfin, dont je ne connaissais pas l'allure.
et qui me dit dans un anglais assez clair que we are going to free you, on va vous libérer, quoi. Donc là, j'y ai pas cru non plus. Puis après, ils ont apporté les habits que je possédais quand on a été capturés, parce qu'ils nous avaient donné des survêtements de prisonniers un peu, quoi. Et donc ils ont donné les habits que je portais quand on a été enlevé. Donc là, j'ai commencé à y croire, quoi. Puis après, ils nous ont emmenés en voiture, le caméraman et moi, puis ils nous ont relâchés dans Beyrouth en disant vous marchez 200 mètres et vous allez trouver l'hôtel, je ne sais plus quel était, c'était l'hôtel tenu par les forces syriennes. C'est peut-être bien Beau Rivage. Et donc, on est arrivé dans cet hôtel, il n'y avait personne, il y avait juste un homme dans le hall qui était affairé. Et je lui dis, on est les journalistes, et lui, il entend le mot journaliste et il dit, mais les journalistes sont déjà partis. Parce qu'en fait, les journalistes avaient été informés qu'on allait être libérés, donc ils ont attendu jusqu'à 1h du matin à l'hôtel, et comme rien n'est venu, ils sont partis. Puis après, il lève la tête et puis il nous voit comme ça, barbu, visage pâle, et il comprend que nous sommes les otages. Donc il appelle l'officier syrien qui résidait dans l'hôtel, et puis voilà, après les journalistes sont revenus, et on a été je suis resté que 3 mois et demi, ce qui est déjà beaucoup, parce que je ne pensais pas m'en sortir. Mais j'ai été libéré avec le caméraman, mais le plus jeune des otages qui étaient avec nous, Jean-Louis Normandin, est resté 20 mois, quoi. Et, les diplomates Carton-Fontaine sont restés 3 ans. D'abord, c'était difficile parce que j'avais encore 2 collègues qui étaient prisonniers, donc je ne savais pas trop comment faire, quoi. Donc je faisais des déclarations de soutien, j'allais voir les autorités. J'ai même rencontré Terry Waite, quand il partait au Liban pour essayer de négocier la libération des otages étrangers, quoi. Et il m'a dit qu'il s'occuperait aussi des otages français, mais lui, il s'est fait prendre également, quoi. Donc c'était terrible comme situation. Donc j'avais l'impression que tous les gens qui voulaient essayer de faire quelque chose, parce que nous, c'était un peu le cas aussi, ils se faisaient capturer, quoi. Donc, c'était pas une situation agréable, quoi, mais j'ai voulu assez vite reprendre mon métier, parce que j'aime bien mon métier. Et quand Philippe a été libéré, j'étais dans l'avion qui le ramenait à Paris. Et donc, on a discuté et j'ai dit, écoute Philippe, je suis absolument désolé et tout ça par ce qui s'est passé. Il m'a dit, non, tu n'es pas responsable. Philippe était persuadé, quand il est sorti, qu'il était un peu coupable, responsable. C'est-à-dire qu'en fin de compte, quand il est sorti, il m'a dit, Samy, tu sais, j'ai trop parlé et j'avais promis à mes ravisseurs que je ne parlerais pas, que je ne raconterais pas, etc. Vraiment, je lui ai dit, mais Philippe, tu es libre. Et tu n'es pas libre parce que tu as fait ça, tu es libre parce que l'État français, ça fait ça. Et le fait, c'est que les ravisseurs gardaient encore le joug sur la nuque des otages alors qu'ils étaient libérés. Et ça a pris un an très très long pour Philippe pour ça. En revanche, Roger Hawk, qui a été aussi enlevé, et donc il y a des anecdotes absolument très drôles avec Roger Hawk. Il s'est retrouvé dans la même cellule avec un Coréen. C'était un type de l'ambassade de Corée qui a été enlevé et qui allait au 14 juillet, à la fête du 14 juillet. Et sur la route pour aller à l'ambassade de France, il a été pris, quoi. Et donc on s'est toujours dit, mais pourquoi ils ont enlevé un Coréen? Mais qu'est-ce qu'il y avait là? Et on s'est dit, ils ont sûrement téléphoné pour dire encore un. Ils ont dit quoi? Un Coréen? Ah bon? Et c'est comme ça. Et donc les types étaient dans des maisons où ils vivaient avec. Il y avait des familles qui vivaient ça, et eux étaient dans des chambres. Et l'histoire terrible que raconte Roger, c'est qu'à un moment donné, il était dans une pièce et il avait vu que les types fermaient la porte à clé. Et donc, il a réussi, il a fait passer
une serviette sous son truc, et puis il a poussé la clé qui est tombée sur la serviette, et il a pu... et il me dit, et tu sais quoi? Je rêvais de partir, je rêvais de ça. Et quand j'ai ouvert la porte, je me suis retrouvé paralysé. Je n'arrivais pas à avancer pour pouvoir... Alors qu'il suffisait que je saute un balcon et ça. Et il dit, je me suis retrouvé totalement paralysé. Et donc ça montre aussi à quel point les otages étaient prisonniers des ravisseurs. Et là-dessus, on apprend que non, peut-être ils vont revenir. Un copain de l'AFP m'appelle, il me dit passe me prendre. Je passe le prendre avec ma voiture de l'AFP, c'était Najib. On arrive au beau rivage, je me gare loin un peu et il fallait marcher pour arriver à l'hôtel. On ne pouvait pas garer devant l'hôtel, il y avait des checkpoints syriens et tout, il fallait se garer. Je marchais, j'avais mon enregistreur. Et Najib avec moi, une voiture s'arrête avec un type de mokhabarat syrien, qui était genre cheveux longs, beau gosse et tout. On monte en voiture, à l'hôtel, on arrive, Najib descend et va dans le lobby pour attendre. Et les otages n'étaient soi-disant pas arrivés. Moi, je reste en arrière avec le type dans la voiture, le type me tient par la main, il me dit « Tu veux les voir ? Les otages sont déjà avec nous. » Alors je lui ai dit « Oui, bien sûr, mais comment je vais faire ? Si je rentre dans le lobby et que je te suis, ils vont me voir. » Il me dit « Va à la cuisine. Je te fais monter par l'ascenseur de la cuisine. » Dans les chambres, il n'y avait pas des civils. C'était tous les officiers de l'armée syrienne, un QG militaire. J'ai dit « Oui, d'accord. » Je rentre mine de rien comme ça dans le lobby, je me dirige vers la cuisine. Le Syrien m'attendait dans le démocrabarat dans la cuisine, le beau gosse. Il ouvre l'ascenseur, je rentre derrière lui dans l'ascenseur. La porte de l'ascenseur va se fermer, je vois une énorme chaussure qui bloque la fermeture. C'était le copain de l'AFP, Najib, qui avait compris que j'essayais. Bref, moi ça ne m'intéressait pas trop d'avoir l'AFP. Parce que l'AFP, ils envoient tout de suite la dépêche, elle est partout reprise. Tandis que moi, si mon journal est à 7h du matin, je vais attendre 7h du matin, même si j'ai eu le truc à 3h. L'agence, c'était mon pire ennemi. On va dans le couloir, on se demandait lequel. On nous avait dit que ça allait être peut-être Georges Hansen et tout. Évidemment, Philippe, c'était le correspondant qui était connu et tout. Et donc la porte s'ouvre, c'était une chambre glauque avec une ampoule comme ça, un portrait de Hafez Assad. Et je vois Philippe Rochaud, qui était vraiment un ami, un très bon ami. Comme j'étais heureuse de voir Philippe. Najib met son enregistreur, moi je mets mon micro, on interviewe Philippe et je lui dis « Est-ce que vous êtes porteur d'un message pour le président français? Est-ce que vous avez un message des ravisseurs? Quel est ce message ?» Il me dit non. Mais après, plus tard, à Paris, on va déjeuner et il me dit « Dominique, j'ai des remords, je t'ai dit non, j'ai menti. » Et il me raconte, j'ai oublié, qu'est-ce qu'il y avait, la lettre qu'on lui avait donnée, il y avait des signes dans la lettre. Il n'avait pas pu, lui, décoder la lettre, tu as compris? Il se méfiait des journalistes. Après, on est descendu dans le lobby et effaré, toute la presse nous voit descendant d'un ascenseur. Ils ont compris qu'on était dans l'étage et c'était totalement interdit de monter dans les étages des zones militaires. Déjà, on était encadrés en bas. Mais il y avait un Dieu pour moi ce jour-là dans l'interview parce que je retourne à la maison, je dépose Najib à l'AFP, j'envoie mon interview et tout. Le recorder de Najib n'avait pas fonctionné à l'AFP, ils n'avaient aucune citation de Rochaud. Il m'appelle, toujours à 4h du matin. Hein? Mon recorder n'a pas marché, je viens chez toi maintenant, quelqu'un m'accompagne, je ne sais plus qui l'accompagnait de l'AFP. Ils étaient eux, Hassanaya et moi, il y en a à côté du Carlton, pas très loin.
Non, je ne peux pas. Excuse-moi, je suis en train de faire mes papiers, je peux pas. J'ai des directs, je peux pas. Mais j'ai dit, c'est mon Dieu, merci, son enregistreur. Parce qu'au moins que je rattrape 1 ou 2 journaux sans que. Parce qu'il voulait reprendre toute mon interview. Mais bon, j'ai eu un peu 1 heure ou 2 de gloire. Vous venez d'écouter Maabar. Si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et soutenez-nous sur Patreon.